BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où évidemment on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de Vivatech qui en sort tout juste. Bonsoir Eric Labeille. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'école polytechnique et président aussi de l'Institut polytechnique de Paris, et ce depuis août 2018. Et puis vous avez dit que vous n'allez pas renouveler votre mandat, peut-être pour créer votre propre start-up. En tous les cas, Polytechnique présente 21 start-up, on en dira bien sûr plus qu'un mot, à Vivatech. L'intelligence artificielle est au cœur de Vivatech. On va parler de robots, de tas d'autres choses, mais enfin, on voit bien que nos esprits sont phagocytés par l'intelligence artificielle. Juste pour revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron, 500 millions en plus, pourquoi faire? Comment est-ce que vous avez interprété les propos du président? Les propos du président, c'est de bâtir des leaders mondiaux. Aujourd'hui, on connaît la différence de financement entre nos compétiteurs américains, chinois et européens. Et on a des compétences importantes aujourd'hui de qualité de recherche, de qualité du corps professoral, de nos étudiants. Et là, l'idée, je pense, du président, ce qu'il avait déjà exprimé dans France 2030, c'est de passer à l'échelle, de vraiment bâtir ces clusters qui vont pouvoir être au niveau des meilleurs en termes de recherche, donc avoir vraiment les meilleurs chercheurs mondiaux sur les problématiques d'IA, de data science, et puis aussi d'augmenter les nombres de formations. Nous, on travaille actuellement sur des approches pour faire plus 50%. On est déjà à 1300 ingénieurs, masters, doctorants, diplômés tous les ans dans l'IA et la data. Parmi les meilleurs mondiaux, on est dans les top 11 mondiaux en termes de qualité de nos formations. Eh bien, on veut passer à 2000. Donc voilà, on sera en tout cas, on va être dans ces clusters, soumettre un projet pour être parmi les clusters que le président a parce que l'idée dans ces clusters, c'est de faire émerger en fait 2-3 nouvelles formes d'intelligence artificielle qui à ce moment-là seront développées au niveau mondial. Voilà, et surtout, on peut parler de recherche et de formation, et aussi la question d'innovation, d'où aussi le lien à Vivatech, puisque ce qu'on veut faire émerger, c'est au-delà d'avancer dans la recherche ou de nouveaux ingénieurs ou doctorants, et bien aussi c'est d'avoir des grands mondiaux. Aujourd'hui, quand on voit il y a un écart de 1 à 10, voire 1 à 20 entre les capitalisations boursières des grands Américains et des plus grands Européens. La question est de faire émerger 2-3 grands leaders européens à partir des pôles d'excellence, en particulier français. Mais l'idée, parce que c'est vrai, du reste le président en a parlé en disant il ne faut pas se leurrer, les numéros 1 pour l'instant ce sont les Américains. Nous, on a quand même une chance parce que tout est en train de se créer en ce moment. Donc à la limite, il suffit d'avoir le bon logiciel, la bonne data, c'est ça. Et après, c'est une technologie qui peut être prise au niveau mondial. Alors, il y a deux éléments. Comment fait-on pour lutter? Tout à fait. Il y a un élément d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la qualité de l'algorithme, donc ça va être la qualité de la recherche et de la formation, mais on voit aussi aujourd'hui que quand vous avez la massification des données, eh bien, je dirais qu'un algorithme moyen avec beaucoup de données peut battre un très bon algorithme avec peu de données. Et donc là, en gros, il faut faire les deux. C'est-à-dire continuer à être à l'excellence algorithmique. Et aujourd'hui, on est vraiment à la pointe avec notre formation mathématique et informatique. Maintenant, il faut aussi qu'on accélère sur la massification des données. En gros, avoir accès à des multitudes de données qui vont permettre à l'algorithme de s'améliorer. On l'a vu avec ChatGPT. C'est un algorithme au départ, ça s'appelle l'intelligence artificielle générative. Voilà, mais qui lui traite des milliards de données et qui aussi interagit avec des centaines de millions d'utilisateurs, qui améliore aussi ce qu'il est en train de faire. Donc cet élément-là d'échelle et partie prenante de la réponse. Oui. Là, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut ChatGPT, il faut le nourrir presque avant de lui demander des réponses. Il faut d'abord faire de l'input, lui donner des données. Exactement. Et à partir de là, il pourra peut-être vous donner les bonnes réponses. Mais il faut le nourrir. C'est très important. On oublie toujours cette phase-là. Mais voilà, et d'où aussi l'importance d'avoir un marché, en tout cas des utilisateurs au niveau au moins européen et de plus en plus au niveau mondial. Donc ça, c'est aussi important. D'où aussi l'élément de pouvoir financer ce type de start-up ou d'entreprises qui vont pouvoir aussi bâtir les data centers, bâtir l'accès à la massification des données, au-delà de les meilleurs algorithmes qui vont sortir de nos centres de recherche ou de nos formations. Qu'est-ce qui vous a frappé? Aujourd'hui, Vivatech, on va le rappeler, on en parle tous les jours sur BFM Business. Évidemment, vous pouvez suivre ce qui se passe sur BFM Business et sur notre site. C'est le plus grand salon européen de la tech qui s'est ouvert tout à l'heure. Je le disais, l'intelligence artificielle, c'est ce qui nous préoccupe tous. Mais il y a plein d'autres aussi innovations. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, Eric Labeille? Déjà, la première, il y a beaucoup d'innovations. C'est un salon encore plus important que l'année précédente, et venant du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA, c'est en fait transversal.
l'intelligence artificielle, c'est une technologie transversale. Et aujourd'hui, on a des technologies beaucoup autour du green tech, tout ce qui est autour de l'environnement, puisqu'on sait que c'est le défi aujourd'hui de l'humanité de changer ses modes de production. Donc toutes les startups dans le green tech sont assez importantes. Et pareil aussi dans le health tech, donc toute la santé, puisque là, on a aussi un défi de l'humanité autour de la santé. Donc moi, c'est deux domaines en tout cas que j'ai vus, au-delà de la partie, on va dire, IA, mais qui s'applique à différents domaines. Si j'en ai un troisième à donner, c'est toute la partie transformation des modes de production, puisqu'on voit bien que dans la décarbonation des modes de production, eh bien vous avez besoin de plusieurs disciplines. Il y aura de l'IA, il y aura des algorithmes, il y aura aussi des capteurs, il y aura aussi des éléments de chimie, donc pluridisciplinaire à ce niveau-là. Voilà, trois domaines en tout cas où j'ai vu pas mal de startups aujourd'hui qui étaient vraiment à la pointe avec des idées très intéressantes, dont certaines de Polytechnique. Et seulement, vous êtes venu sous le coude ou dans votre panier, comme vous voulez, voilà. avec 21 startups qui exposent à Vivatech. Alors, qui exposent quoi et justement, dans quel domaine? Et quand vous dites c'est Polytechnique, c'est nous qui les mettons en avant, ça veut dire c'est tous des anciens de l'X? Alors, non, déjà c'est Polytechnique Paris, donc c'est les 5 écoles. Je vous rappelle, l'Institut Polytechnique, c'est l'école Polytechnique, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, l'ENSTA Paris, l'ENSE Paris, donc c'est 8500 étudiants, 1500 chercheurs. Et donc on a des startups qui viennent, donc ont été créées par des étudiants, ont été créées par des professeurs, ou aussi des startups qui viennent de l'écosystème sur le plateau, qui ont des idées, qui viennent à notre incubateur, ou l'incubateur de Télécom à Paris, et qui vont interagir avec les laboratoires. Donc voilà, et elles couvrent en gros les différents domaines, Green Tech, Health Tech. Il y en a une aussi qui est dans tout ce qui est l'optimisation de l'énergie, la partie aussi intéressante, Run Blind, qui est sur le fait qu'aujourd'hui, votre guidage est par l'écran, maintenant le guidage va être en 3D. Donc ça aide à la fois tout citoyen, mais aussi les malvoyants. Donc il y a tout un élément on change l'interface en fait entre l'homme et la machine à partir de profs de maths plus des étudiants qu'on travaille tous ensemble. Et il y a cette incroyable aussi histoire de cette start-up Mistral. Ils viennent de lever 100 millions d'euros. Oui, mais je pense que c'est intéressant aujourd'hui, on a. C'est pas facile non plus de lever le monde du capital. Donc, mais quand il y a une bonne idée qui a un impact clair, les venture capitalistes sont encore là. Oui, et justement, si je disais ça, c'était parce que on en a parlé hier, on en parle souvent évidemment un peu sur le blues de la French Tech, parce que il y a moins d'argent, il y a plus d'exigences, c'est moins un peu la folie, l'euphorie qu'on a connue en tous les cas ces derniers mois. Est-ce que vous attendez un atterrissage quand même? Est-ce que là, on est dans la folie de Vivatech, l'euphorie? Oui, mais c'est plus difficile, reconnaissez aujourd'hui. C'est un peu plus difficile, mais les fonds lèvent aussi des fonds auprès des LP. Donc il y a toujours de l'argent, de capital qui est prêt à s'investir. Je dirais que là, on vit, si on prend sur 20 ou 30 ans, le monde du venture a vécu, rappelez-vous, 2001, 2010. Il y a toujours des moments où une euphorie, ensuite on reprend une partie des fondamentaux et ensuite on relance avec des entreprises qui ont revu leurs fondamentaux des business models et qui ensuite vont pouvoir se développer. Donc moi, je suis toujours confiant parce que les sujets sont là. La recherche est là et on est aussi en train d'accélérer au niveau du capital, pas uniquement au niveau du VC, vous parliez des fonds Tibi tout à l'heure, qui vont permettre de faire les accélérateurs. Et la France, c'est l'accélération en pré-IPO très souvent qui manque. Et là, les fonds permettent justement d'accélérer, d'accentuer, de développer ces entreprises. Donc là, cet élément-là, je pense, va nous permettre de faire émerger des leaders européens. Emmanuel Macron, le président de la République, il a dit tout à l'heure, certes, les numéros 1, c'est clairement les États-Unis. Mais nous, on doit être les numéros 1 de l'Europe. Est-ce que d'abord, vous pensez qu'on l'est déjà? Parce que les Allemands, on en parle peu, mais ils sont très bons aussi, les Allemands. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faut que chacun joue sa partition? Ou alors il faudrait mieux qu'on la joue au niveau européen? Quel est vous? Alors, j'ai quand même rappelé votre carrière. Vous êtes été chez McKinsey pendant très longtemps. Vous avez même été au comité mondial. Ce n'est jamais arrivé à avoir un Français. Maintenant, donc, vous êtes à la tête de Polytechnique. Qu'est-ce qu'il faudrait sur le plan stratégie, puisque c'est Alors, il est très clair qu'on doit à un moment travailler tous ensemble. On le fait déjà, puisque vous avez en gros 3 ou 4 plaques mondiales, 300 millions, 350 aux États-Unis, 400 en Europe, 1 milliard 3 ou 4 en Inde et en Chine. Et donc à un moment, il faut que la puissance de frappe du marché, donc déjà il y a un élément de marché important, de au moins servir tout le marché européen rapidement. Les startups américaines, elles ont tout de suite le marché américain d'entrée. Et donc il faut absolument, si on veut être dans la même cour, eh bien à la fois adresser le marché et aussi travailler tous ensemble. Nous, on le fait en tant que Polytechnique. On est dans une alliance qui s'appelle Eurotech, avec justement la TUM à Munich, le PFL en Suisse, DTU à Copenhague, TU à Eindhoven, le Technion en Israël. Et là, on était tous les présidents d'avoir été à Polytechnique. Moi, j'étais président de cette alliance cette année. On a mis tout sur la durabilité, le développement durable, en disant il faut qu'on mette ensemble nos équipes de recherche, travailler sur des projets communs, des hackathons communs pour nos étudiants, pour justement qu'on arrive à ce que tout le monde travaille ensemble sur des leaders européens, en fait, qui seront des leaders mondiaux, puisqu'ils doivent être en concurrence avec les Américains. Comment vous choisissez? Parce que c'est parmi vos élèves, certains sont parmi
vos élèves quand même. Comment vous les choisissez en disant lui, je crois dans son projet, mais je crois pas dans celui d'à côté. Comment vous faites concrètement? Concrètement, tous les ans, on a une cohorte dont on a fait des appels à candidature. Et puis on a un jury qui est à la fois avec des personnes politiques, mais surtout des anciens ou non d'ailleurs, du monde du venture, du monde de l'entreprise, qui vont simplement juger en fait la qualité. De nouveau, on évalue et puis on va en retenir une quinzaine. D'accord. Cette quinzaine, vous les retenez, ok. Oui. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous leur donnez quoi comme moyen? Vous voyez, est-ce qu'on essaie de suivre un peu le parcours? Oui, tout à fait. Alors, il doit y avoir trois éléments intéressants. Le premier, c'est qu'il va y avoir des coachs. Donc on a, et là, les anciens de l'école, les anciens de l'Institut Polytechnique viennent aider, donc des cours, des masterclass, des aides des entreprises qui sont dans l'incubateur. Le numéro 2, ils ont un Fab Lab. Donc on a un des plus beaux, je pense, Fab Lab d'Île-de-France aujourd'hui, 1000 mètres carrés, où à n'importe quelle heure du jour de la nuit, vous pouvez aller faire votre prototype. Donc si vous êtes dans la deep tech, ça vous accélère. Et troisième, ils ont accès au laboratoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller discuter avec n'importe quel chercheur des laboratoires de Polytechnique de leur idée. Et là, on en a certains qui viennent d'ailleurs de l'extérieur juste pour pouvoir dialoguer, souvent associés aussi à des chercheurs du laboratoire dans la start-up. Donc avec ça, vous créez une dynamique qui ensuite permet d'avancer pour la start-up. L'intelligence artificielle, je veux dire, c'est très vaste en fait. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais on a donné une direction, on va dire. Il y a le quantique. Le deep tech, c'est là où tout ça peut se développer, où la France a une chance? Alors, oui, on voit bien, alors le quantique, à l'ASPE, prix Nobel, à l'école Polytechnique, donc professeur à l'école, beaucoup des fondateurs des startups du quantique viennent de Polytechnique, en tout cas un des fondateurs vient de Polytechnique, donc on voit bien que la formation profonde en physique aide à créer ces différentes startups. Donc oui, là, on a un rôle à jouer. Sur l'IA, je reviens, il y a un élément transversal dans l'IA qui va permettre justement d'avancer, parce que je reviens sur le grand défi aujourd'hui, c'est de changer nos modes de production. On doit décarboner, on doit consommer moins de matière ou de ressources, puisque la Terre est finie en termes de nombre de matériaux disponibles. On doit changer nos modes de production. Et c'est là où l'aspect pluridisciplinaire de Polytechnique Paris va aider à trouver ces solutions. Vous faites souvent référence effectivement à ce qui se passe sur le plateau de Saclay, où est Polytechnique. Mais comment vous analysez cet incroyable échec malgré tout de Bernard Arnault qui voulait vous financer, qui voulait mettre 100 millions d'euros sur la table pour financer un nouveau laboratoire, enfin un nouveau centre de recherche? Juste, soyons clairs, c'était le centre de recherche de LVMH. Donc nous financièrement, il n'y avait pas d'impact de ce centre de recherche. Non, mais par contre, c'est un centre de recherche. Oui, le centre de recherche de LVMH. Donc très clair. Je vous rappelle simplement que le conseil d'administration de l'école Polytechnique a absolument soutenu le projet. Donc, par contre, il y a eu des anciens, mais de nouveau, on est dans une démocratie, certains anciens n'étaient pas favorables. C'est ça qui a fait peur à Patrick Pouyanné, qui a fait peur à Bernard Arnault. Après, à chacun, effectivement, de prendre un petit peu de recul et de se dire, est-ce que j'ai envie d'avancer avec le conseil d'administration de Polytechnique ou est-ce que non, finalement, je ne pousse pas le projet. Et à un moment, Bernard Arnault a décidé de continuer ce partenariat avec nous, donc le partenariat de recherche avec nos laboratoires, mais de ne pas implanter son centre de recherche. C'est une décision qui évidemment c'est d'apprendre. Voilà, moi j'ai exprimé le fait que j'étais vraiment désolé. Comment vous expliquez ça quand vous discutez avec leur entourage, ils vous disent mais c'est parce qu'on est face à des étudiants qui veulent pas de nous, quoi. Je veux dire, qui rejettent même le fait de diriger des grandes entreprises, de gagner de l'argent. Pas tous, je sais pas, pas tous, mais enfin quand même. Il y en a quelques-uns, mais on est dans une démocratie de nouveau. Il y en a la majorité. Soutient le projet, les professeurs, tous les chercheurs. Là, du coup, on va pouvoir continuer des programmes de recherche indépendamment du centre de recherche. Les chercheurs étaient totalement pour avancer, puisque les défis de LVMH sont aussi nos défis. Enfin, on est sur des défis sociétaux. L'intelligence artificielle, vous en parliez, les matériaux, c'est une des grandes questions d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a des matériaux durables? Donc voilà, donc on était sur les sujets de recherche et on va les continuer d'une façon différente, sans le centre de recherche installé, mais en tout cas, on a pu avancer dans cette direction. Je recevais le fondateur d'Albert School qui veut faire du data et du business. Vous le connaissez peut-être. Parmi ses actionnaires, il y a Bernard Arnault et il y a Xavier Niel que je recevais aussi et qui disait le data, on sait que lui, il investit beaucoup dans les écoles et dans la formation. Il y a l'école 42 bien sûr, mais pas que, il y en a beaucoup. Comment vous expliquez ce besoin qu'ils ont, eux, donc des chefs d'entreprise, Xavier Niel, la technologie digitale, il est incollable. Ils créent leurs écoles. Ça veut dire que nos grandes écoles ne sont plus adaptées à ce qui se passe, à cette ère digitale dans laquelle nous entrons? Non, je pense qu'on doit complémenter. Je vous rappelle, on est dans les top 11 mondiaux en termes de qualité de nos étudiants vus par les employeurs. On est les seuls Français à ce niveau-là, donc on n'a pas. Les employeurs nous envoient plutôt le feedback de
ils sont super bons, les étudiants qui sont formés. Par contre, ils nous disent aussi, on en aimerait beaucoup plus. Donc la question, c'est comment est-ce que l'on arrive à continuer à faire croître, et c'est là où bien le plan du président, aussi le plan d'industrie verte qui a été présenté il y a quelques mois par le ministre de l'économie, vont aider à accroître le nombre d'ingénieurs, accroître le nombre de gens formés dans le bachelier ou les masters dans ces domaines. Donc là, on doit continuer à faire croître le nombre, mais en termes de, en tout cas, vu des employeurs, en tout cas, on répond à leurs demandes. Maintenant, vu du marché, vous avez aussi des domaines où on n'a pas forcément le système français doit aussi évoluer. On a bien vu le président de la République a lancé la réforme de l'apprentissage, maintenant la réforme des lycées professionnels. Là, il y a pas mal d'éléments autour du coding, hein, de tout ce qui est autour de l'informatique, où il y a encore des espaces où il y a une demande incroyable, mais il n'y a pas encore l'offre. Ouais. Donc, il faut complémenter. En fait, il y a différents segments et il faut complémenter. Et effectivement, ce que vous mentionnez permettre. Il y a eu l'école 42 évidemment initialement, qui avait aussi rempli un domaine où il n'y avait pas d'offre encore dans le domaine. Donc, moi, je crois beaucoup à la multiplicité des offres qui sont complémentaires pour adresser l'ensemble de la demande du marché. Mais du côté des grandes écoles, on rénove évidemment nos cursus. Hein. Nous, on est en train d'avancer sur des évolutions du cycle ingénieur, des masters, des bachelors, pour être sûr qu'on est pertinent en 2030. Donc, je ne dis pas que on ne fait rien. On s'adapte, mais en tout cas, le marché de l'emploi, en tout cas, nous répond en disant oui, vous adaptez en tout cas assez bien le vos, grand défi vos ingénieurs. Pour une école d'ingénieurs comme Polytechnique, c'est quoi le grand défi? Le grand défi, c'est d'assurer sa pertinence. Ouais. Non, c'est d'assurer sa pertinence. Et donc, c'est un enjeu, vous êtes d'accord ? D'assurer sa pertinence dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui, on est numéro 1, on est reconnu mondialement, et on est en face de concurrents qui ont entre 2 et 5 fois plus de moyens financiers que nous. Donc, un des grands sujets, c'est les moyens financiers pour financer la recherche, pour financer la formation et l'innovation. Donc, et ça, c'est pas du tout la culture française, en fait. Il y a le même problème aussi à HEC, hein. C'est de trouver des financements privés dorénavant. Et donc là, aujourd'hui, ça existe pour les grandes universités américaines. Voilà. Et là, aujourd'hui, on travaille sur les deux axes, parce que vous nous comparez à l'EPFL. L'EPFL, ils ont 700 millions qui viennent de Genève. Exactement, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Lausanne. Eh bien, eux, et ça revient justement à la déclaration du président Macron aujourd'hui, ils ont une concentration des moyens, ils ont 700 millions qui viennent de l'État suisse. Nous, on a à peu près 200 millions à l'Institut Polytechnique de Paris, 250 millions qui viennent de l'État français. Ouais. Avec l'accélération sur l'IA, ça nous permet d'être justement plus compétitifs avec eux. À Vivatech, il y a aussi Women in Tech. Il y a beaucoup de... Parmi vos 21 startups, il y a combien de femmes ? Combien ont été créées par des femmes? J'en ai pas vu, j'ai regardé, mais je les ai regardées. Non, par contre, il y avait des... Enfin, alors, la création, je ne vais pas vous apprendre ce que je n'ai pas vérifié. Par contre, quand j'ai été voir toutes les startups aujourd'hui, il y avait à peu près 1 sur 2 avait des femmes qui présentaient, donc qui étaient dans l'équipe de direction fondateur. Alors là, je vais vérifier, je regarderai, mais en tout cas, elles étaient là à interagir avec les personnes qui viennent nous voir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je sais pas, est-ce que chez vous, même à Polytechnique... on travaille sur la question. Oui, je sais bien. Deux éléments très simples. Quand vous regardez la question, c'est que les jeunes filles, on va dire au lycée, choisissent plus d'aller faire des sciences de la vie que des sciences dures. Ouais. En gros, 70% du côté sciences de la vie, 30% du côté sciences dures. Et donc nous, ce que l'on fait, là, on a une opération, qu'on appelle l'opération Monge, fondateur de l'école polytechnique, mathématicien, c'est d'aller voir des jeunes en 3e ou en seconde, et leur dire que si elles rêvent, en particulier de travailler dans la santé, de travailler dans l'environnement, ingénieur, c'est une superbe voie. Donc voilà, donc leur montrer l'intérêt d'être ingénieur pour réussir leurs ambitions, leurs rêves. Vous avez participé à un livre qui s'appelle Le sens de la tech de Philosophie Magazine, intéressant, vous avez débattu avec une philosophe, Catherine Malabou, et... Alors, il y a plusieurs thèmes, on n'a pas le temps de tout. Il y a la question de la formation, bien sûr, mais là, on vient d'en parler. Comment faire pour que... Est-ce que les limites de notre cerveau, en fait, elles vont être définies par l'intelligence artificielle, non ? Alors là, c'est une question assez... Oui, vous avez 1 minute pour répondre. Non, tout à fait. Non, je pense que l'intelligence artificielle continue à pousser le cerveau à travailler de superbe façon. C'est-à-dire que, pour moi, ça pousse le niveau de connaissance qu'on doit avoir, parce que l'intelligence artificielle est elle va dépasser notre cerveau, non ? Non, moi je ne suis pas sur cette école-là. Par contre, elle va repousser la frontière de façon très accélérée. Parce qu'il y a quand même un élément dans l'intelligence artificielle, il faut être sûr aussi de la qualité de l'intelligence artificielle. Vous savez, un des sujets aujourd'hui, fake news, pas fake news, donc il y a quand même un élément où l'humain est encore là pour déterminer si l'output de l'intelligence artificielle, ou ce qui sort de l'intelligence artificielle, est de qualité. Et là, il y a encore un gros défi autour de ça. Notre chance, peut-être, c'est que nous sommes, on essaie d'être créatifs. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut être créative ? Est-ce qu'elle est source de créativité ? Elle est source de challenge, en tout cas. Pour moi, c'est autre chose. Oui, je suis d'accord, mais elle va nous pousser à être créatifs. Je pense c'est peut-être notre chance à nous, humains, être humains. Exactement. Et pour moi, le dialogue avec l'intelligence artificielle
pousse à la créativité, parce qu'effectivement, elle va assez vite, hein, et de temps en temps, elle peut aller plus vite que nous sur certains sujets, mais de là à se dire qu'elle va créer quelque chose, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore du chemin. Cette phrase qu'on a tous entendue, qui nous a fait un peu peur, mais bon, vous croyez en l'extinction de l'humanité à cause de l'intelligence artificielle et de ChatGPT? Non. Moi, je suis plutôt toujours du côté optimiste, c'est-à-dire que l'humain a toujours eu, enfin, on le voit depuis la révolution industrielle. C'est la première fois quand même qu'il est confronté. Non, je suis d'accord avec vous. À un tel phénomène. Je suis d'accord, mais oui, qui est d'ampleur, mais l'Internet en 96 était déjà un premier élément. On a mondialisé les contacts de tout le monde. Là, franchement, on a changé d'échelle à partir de 96 de façon incroyable. Là, on est en train encore de changer d'échelle, mais moi, je crois beaucoup dans la capacité humaine à trouver des solutions. Donc là, je pense qu'on a des moyens, en tout cas, de tirer profit au bon sens pour l'humanité de l'intelligence artificielle. On ne peut pas tout traiter ce soir, bien sûr, Éric Labey, mais vous l'avez mentionné, en fait, c'était une grande chance pour l'industrie, puisqu'il y a cette volonté de réindustrialiser la France, c'est l'innovation. Et c'est ça, et l'intelligence artificielle va sans doute complètement rebattre les cartes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur cette innovation de l'industrie? Bien sûr. Sur l'innovation, je reviens à un point majeur. On a plusieurs grands sujets. J'ai parlé beaucoup de la décarbonation de l'industrie. Donc ça, c'est un sujet important. Il y en a un deuxième que je n'ai pas encore adressé, qui était aussi les questions de souveraineté. Et aujourd'hui, on a un grand centre qui est sur toutes les technologies de souveraineté, et donc qui sont de l'industrie, défense et sécurité, cybersécurité, crypto, le quantique est dedans. Et donc moi, ça, c'est deux axes importants de travail, de recherche d'abord, de formation, et ensuite du coup d'innovation, qui vont nous permettre d'un côté de décarboner, et du coup aussi de pouvoir sûrement ramener des industries plus productives, décarbonées sur le territoire français, et puis avec la sécurité et la souveraineté, eh bien aussi être sur les bons sujets qui nous permettent notre indépendance pour le futur. Question plus personnelle pour finir. Après McKinsey, après Polytechnique, vous avez donc décidé de ne pas solliciter un deuxième mandat. Vous en aviez marre? Non, pas du tout. Non, bon. Mais vous savez, dans la vie, on a différentes étapes. Vous avez envie de faire quoi? De toujours contribuer. Moi, j'ai. D'accord. Okay. Non, attendez, de contribuer justement à l'évolution de la France. J'étais venu à Polytechnique pour bâtir un leader mondial. Avec l'Institut Polytechnique de Paris et l'École Polytechnique, on a lancé la première phase. Là, j'aimerais continuer à travailler avec des grandes entreprises françaises ou internationales, mais aussi des start-up françaises pour les emmener justement à être parmi les leaders mondiaux. Les leaders de la tech français, ils sont très bons. Il faut qu'on grandisse en échelle. Et c'est parmi les choses que je vais faire, ça sera sûrement. Mais de quelle manière? On travaille en en investissant, en travaillant avec eux à développer le business, dans les conseils d'administration. Voilà, il y a une façon d'aider. Je pense qu'on a un terreau français de French Tech incroyable. Et voilà. Il faut juste les aider. Exactement, et d'être impliqué et les aider à réussir. Merci beaucoup, Éric Labey, d'avoir été avec nous. Donc, président encore de l'École Polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris. Et je rappelle le sens de la tech, très intéressant, c'est des débats et c'est fait par Philosophie Magazine.